Ben, merci d'être là. Et à chaque fois que je fais une intervention comme celle-ci, je me demande ce que je fous là, et j'aime bien raconter aux gens pourquoi je suis là. Et j'ai rencontré Catherine Larrey, Dominique Devers, Frédéric Vessien au Musée des Moulages. Dominique, je la connaissais du temps des Beaux-Arts. Et elle m'avait déjà invité à intervenir dans une revue, la revue Rhinocéros, pour écrire un texte sur l'énergie noire. Et j'avais écrit un texte comme ça, un petit peu en flux, comme celui que je vais peut-être tenter de vous lire ce soir. Donc, comme l'intitulé de la soirée était Démoulé chaud, démoulé trop chaud, j'ai voulu en faire quelque chose de ce démoulé trop chaud. Au départ, j'étais un peu réticent, puis après, j'ai suivi ma pente. J'ai décidé de jouer le jeu du démoulé trop chaud. Alors c'est vrai que ce nom est très... Enfin, ces trois mots accolés, c'est connoté un peu quand même. À la fois c'est plein d'humour, et en même temps ça peut être une insulte, démoulé trop chaud. Si on dit de quelqu'un qu'il est démoulé trop chaud, bon. Mais j'avais envie de jouer avec ces trois mots comme point de départ. Alors c'est vrai que j'ai un défaut, ce que je juge un défaut, c'est d'une espèce de sincérité toujours un peu grande, et de parler de choses qui sont plus ou moins intimes. Mais ma conviction, c'est que ce qui est le plus intime en nous, c'est aussi ce qui est le mieux partagé, ce qui est le plus commun finalement. Et que j'aimerais, effectivement, quelqu'un m'a dit ce soir, ça m'a fait très plaisir, parce qu'elle a lu ce texte déjà en amont, et elle m'a dit qu'effectivement, qu'elle sentait que j'avais surmonté ce dont je vais vous parler ce soir. Et donc j'espère qu'il y a la distance et l'humour suffisants pour que ce texte ne soit pas inaudible. Mais je me suis aperçu depuis quelque temps, depuis l'année dernière, j'ai mis en place donc des promenades dans l'espace public, des promenades dans des lieux qu'on appelle, enfin que Michel Foucault appelle des hétérotopies, ce qu'il appelle des contre-espaces. Et les contre-espaces, au départ, ils se réfèrent à Bachelard par rapport à ces espaces qu'on connaît quand on est petit. C'est la cabane au fond du jardin, dans lequel on va se réfugier, c'est la cave, c'est le grenier, c'est le lit de ses parents qui peuvent devenir tout d'un coup une cabane, un bateau, etc. Et petit à petit, il développe cette notion de contre-espace. Et donc, tous ce qu'il appelle les hétérotopies, j'aime pas le nom, mais ce que ça recouvre, c'est une très belle notion. C'est tous ces lieux donc ouverts et fermés, tous ces lieux où on franchit des seuils visibles et invisibles, tous ces lieux d'initiation. Par exemple, dans certaines tribus, au moment de l'adolescence, les jeunes hommes vont aller dans les bois pour ce passage en fait initiatique. Et c'est la caserne au moment où on avait le service militaire. C'est les musées où on veut contenir tous les temps dans un même espace. C'est les hôpitaux psychiatriques, tous ces lieux d'enfermement. Donc j'ai eu l'occasion d'intervenir au Musée des Moulages en même temps que Dominique Devers, Frédéric Vessien et Catherine Larrey, qui m'ont donc proposé d'être en contrepoint de leur exposition. Et là, je leur ai proposé des promenades dans l'espace, dans l'enceinte de l'hôpital Saint-Louis, et des moments de conversation dans le musée des Moulages. Et le musée des Moulages, au sein de cet hôpital Saint-Louis, ça relevait vraiment de la double hétérotopie. La situation lui-même du musée dans cet hôpital, et le musée lui-même, où il y a une collection incroyable de 4800 cires dermatologiques, qui est assez méconnue, qui est un lieu très difficile. Et donc tout ça, le texte que je vais essayer de vous lire ce soir, c'est un peu en lien. Et donc j'ai décidé de l'appeler Court et chaud, c'est parce que, donc là c'est ma première anecdote du soir, là, c'est que j'avais rencontré un type un jour dans un bordel, je vous le raconterai plus tard, et puis j'avais écrit un texto un peu littéraire, j'avais mis un peu la forme. Je crois même utiliser une belle formule de Robert Desnos, les lois de nos désirs sont des dés sans loisir. Et donc il m'a répondu, c'est quoi, c'est la rentrée littéraire, écris-moi court et chaud. Donc ok, court et chaud. Et puis j'ai choisi en sous-titre donc tentative orale. Et tentative orale, c'est un texte que j'aime énormément de Francis Ponge, dans le grand recueil Méthode. Et c'est un texte qui s'appelle Tentative orale. Alors, Ponge, il avait toujours des notes manuscrites, et il a cherché pendant très longtemps
un titre à cette conférence qu'il a faite. Et il y va comme il y va à sa façon, en tâtonnant, mais il dit des choses très profondes, l'air de rien. Et je vais vous lire d'emblée, puisque pour moi, une réunion comme ce soir, ça relève de l'amitié. Ça relève de l'amitié. Si j'ai fait ça chez Jean-Paul Châtenay, qui est présent ce soir, il m'a invité au mois de décembre à intervenir dans sa salle de bain. Et là, j'ai eu, dans un premier temps, une réticence à faire appel à l'intime, justement. La salle de bain, ça a appelé l'intime, ça a appelé la nudité, ça a appelé le corps. Et là, pour cette soirée-là, chez Jean-Paul, j'ai décidé de déplacer la cuisine dans la salle de bain. Donc j'ai fait des soupes, et je voulais qu'il y ait 2 cocottes minutes, de la vapeur, et j'avais écrit un texte qui était plutôt poétique, et plus par rapport au nom de sa rue, et aussi la rencontre qu'on a eue tous les deux, puisque finalement, ça c'est, voilà, ce que j'aime en fait, où que j'intervienne, c'est qu'il y ait des relations avec les gens, enfin qu'il y ait quelque chose de l'ordre du partage et de l'amitié. C'est pour ça que je vous parlerai beaucoup de Filiou, parce que Filiou, pour moi, c'était aussi tout ce qu'il a fait durant sa vie, c'est vrai que ça relevait beaucoup de l'amitié. C'est quelqu'un qui a passé du temps avec ses amis et qui n'avait pas peur de perdre son temps. On n'était pas là pour rentabiliser son talent. Et ça fait du bien de le relire à chaque fois que je le relis. Dès que j'ai un moment de cafard, je lis ce livre. Comme tous les livres qui sont là, en fait. Donc je vous ai amené le livre le plus ridé de ma bibliothèque, le Francis Ponge, Parti pris des choses. C'est le premier livre que j'ai lu de lui. Michaud, c'était par lui que j'ai découvert ce livre. Ça, j'avais 15 ans. Et en fait, j'étais de retour à Clermont après une année à Marseille où j'avais commencé un bac d'art appliqué. Et je suis tombé sur ce livre. Et c'est par ce livre que j'ai décidé, je ne vais pas être sentimental, mais en tous les cas, ce livre m'a aidé à m'orienter vers la chose artistique. Et parce que je trouve justement quand Michaud utilise le jeu, c'est pas un jeu encombrant, c'est pas un jeu, on se demande pas si c'est l'autobiographie ou pas. Et dans ce texte, il y a quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé. Je le cite souvent, je l'ai cité au musée des Moulages. Je vais peut-être le retrouver, mais c'est la phrase, c'est terrain trouvé devient opération déplacement. Et après, il dit que quand on est artiste, quand on a tous des moments comme ça a un rapport avec des moulets trop chauds, avec ces moments où tout d'un coup on se coince tout seul, et où tout d'un coup on est en panne, où tout d'un coup on a peur de la page blanche, on n'ose plus rien faire. Et lui-même, quand il a fait ses premiers essais graphiques, ses premiers essais de tâches d'encre, de dessin, ses copains se foutaient un peu de sa gueule, parce que c'était d'abord un écrivain. Donc un écrivain qui s'amuse à dessiner, tout d'un coup on se demande pourquoi. Et à un moment donné, il dit une phrase qui m'a tellement beaucoup aidé, où il dit qu'en débloquant sa propre situation, on en débloque des centaines d'autres. Et ça, je trouve ça magnifique. Et c'est ce que je vais essayer de dérouler trop chaud, pour moi, ça a à voir avec ça, à se débloquer sa propre situation. Et c'est pour ça que ça m'a fait plaisir quand tout à l'heure Francine m'a dit que, en lisant le texte, elle avait eu le sentiment que j'avais surmonté ce dont je fais part dans le texte. Donc ça, je voulais vous en parler, j'y tenais beaucoup. Et les contradictions, en fait, que j'ai depuis le début, ça c'est un livre qu'on m'a conseillé quand j'étais aux Beaux-Arts. Tous les profs, Duraguillot, tous, c'était parti pris des choses. Et donc j'ai mis du temps à le lire, mais après je l'ai vraiment lu. Et ce type, ce que j'aime dans ce type, c'est que c'est pas quelqu'un d'éminemment sympathique quand on l'entend parler, mais quand on le lit, moi ça relance le processus d'écriture, puisqu'il nous fait part du processus d'écriture. Il nous montre comment un texte s'écrit, avec toutes les variations, les variantes, les repentirs, et on sent une pensée qui est en train de se chercher. Et c'est ce que j'aime le plus, en fait. Il dit, il ne faut pas chercher sa pensée, il ne faut pas forcer son talent. Il faut écrire en dessous de sa puissance, comme un moteur tourne tranquillement en dessous de sa puissance. Et ces deux types, là, Michaud et Ponge, ils n'ont rien à voir. Et pourtant, je me suis construit avec ces deux gars. Mais un, c'est le parti pris des choses, et l'autre, c'est l'espace du dedans. C'est deux démarches complètement opposées. Donc les deux se sont jamais rencontrés. J'ai pas lu beaucoup de biographies d'écrivains, j'ai lu celle de Michaud, qui est très bien écrite. Et en fait, chacun n'ignorait pas le travail de l'autre, mais ils se sont jamais rencontrés. Et donc un, c'est l'espace du dedans, et l'autre, c'est le parti pris des choses. Et je trouve que Francis Ponge, justement, il a évacué la question de la biographie, de la subjectivité, en s'intéressant au monde muet des choses. Et quand il commence sa tentative orale, justement, il est tout surpris d'avoir des gens qui sont devant lui, qui l'écoutent, qui sont venus exprès pour ça. Il trouve ça très prétentieux de prendre la parole devant un public. Et c'est vrai c'est prétendre à, c'est dire pourquoi ces gens-là m'écouteraient plus que d'autres, qu'est-ce que j'ai à dire, et il dit pourquoi on n'écouterait pas un ébéniste qui nous parle de son métier et de ses trouvailles.
pourquoi un écrivain serait amené à parler. Il dit, si moi je suis venu d'écrire, c'est parce que justement, il avait du mal avec l'expression orale. Moi, bizarrement, aux Beaux-Arts, la seule chose que j'ai appris, c'est à parler. À parler de choses qui existent et à parler de choses qui n'existent pas. Et parce que dès les Beaux-Arts, dès que vous entrez dans l'atelier, on vous demande de parler de vos projets, de ce que vous allez faire. Et donc moi, j'avais du mal déjà à trouver une place dans l'atelier, et puis après de m'y sentir bien. Et ensuite, effectivement, du coup, j'avais l'impression que je jetais en pâture des choses intimes, à défaut d'autre chose, que j'avais rien d'autre à raconter. Et certains profs aimaient bien jouer les psys. Et donc, je me jetais en pâture. Maintenant, il y a du temps qui est passé. J'ai passé 20 ans qui sont écoulés. Donc, j'espère que je ne vais pas me jeter en pâture. Ce n'est pas du tout le but de l'opération. Et dans ce texte, je vais vous lire ça, parce que je trouve ça absolument magnifique. Je ne vous lis pas tout le début. Mais je vous lis ce passage de tentative orale de Francis Fonge pour amorcer cette prise de parole. Supposons que j'ai un ami. J'ai des amis. J'en ai dans la littérature, dans la philosophie, dans la politique, dans le journalisme. Mais supposons que cet ami que j'ai soit un arbre. Quel est le devoir des arbres, le fait des arbres? C'est de faire des branches, puis des feuilles. Évidemment, c'est leur devoir. Eh bien, cet arbre, qui est mon ami, il pensait que sur ses feuilles, sur chacune de ses feuilles, il avait écrit, dans le langage des arbres, tout le monde me comprend, il avait écrit sur une feuille franchise, sur une autre lucidité, sur une autre il avait écrit amour des arbres, bien des arbres, sur une autre encore ni bourreau ni victime. Et naturellement tout cela était authentique et sincère, et tous les arbres en sont convaincus, connaissant cet arbre, ils savent que c'est sincère. Alors un jour arrive un bûcheron, ce sont des choses qui arrivent, et il abat une branche de cet arbre. Notre arbre considère cela comme normal. Enfin, cela ne fait pas trop de mal à un arbre, quelquefois cela lui fait même du bien. En tout cas, notre arbre a considéré cela plutôt comme un succès. C'était un succès en un sens. Enfin, c'était bien. Et puis, quelque temps après, le bûcheron revient. Et ce jour-là, cette seconde fois, je ne sais pas s'il avait l'air plus résolu, plus grave, plus menaçant. Voilà notre arbre qui frémit un peu. Et ses yeux d'arbre se portent sur la cognée que porte le bûcheron, qu'il n'avait presque pas remarqué la première fois. Et il reconnaît dans le manche tout neuf de cette cognée le bois de la branche qu'on lui avait enlevé la première fois. Et cela commence à lui paraître inquiétant. Et en effet, le bûcheron entreprend d'abattre l'arbre. À ce moment-là, l'arbre commence à réagir. Comment va réagir notre arbre? Qu'est-ce qu'il pense? Il peut s'écrier intérieurement « tout quoque filimi » ou il peut dire « tout mais pas cela ». Je n'ai certainement pas voulu cela. De toute façon, je ne crois pas qu'il faille pousser trop loin les métaphores. Elles ont ceci de dangereux qu'on peut les tirer dans tous les sens. Cela devient tragique au moment où notre arbre, non content de se plaindre, de dire « tout quoque filimi », en arrive à penser « je suis donc du bois dont on fait les haches ». Cela, c'est terrible. C'est Ponche, ça. Et donc c'est fort. Donc après, je vais peut-être faire une petite transition, parce que démarrer sur mon texte juste après ça, c'est un peu... c'est pas simple. Donc là, toutes les images que vous voyez là, j'ai fait un peu comme dans tous les lieux que j'ai occupés, que ce soit ma chambre ou quand je rentrais dans l'atelier aux Beaux-Arts, ou quand j'ai eu des ateliers, des résidences, j'ai toujours eu un peu cette espèce de manie de mettre des images et des citations sur mon mur. Comme pour me rassurer, comme pour dire je suis chez moi, pendant un temps, aussi éphémère soit-il. Et donc là, j'ai décidé, c'est des documents en vrac un peu, avec un côté aléatoire, mais qui ont un petit peu à voir avec le texte que je vais vous lire. Donc il y a des documents de mon passé, et c'est vrai que j'ai un blog depuis 5 ans qui s'appelle La Brune du Rif, et c'est vrai que pour moi c'est comme les images qu'on met au-dessus de son bureau. C'est un atelier, une chambre virtuelle, et je tapisse les parois internes de cet abri de citations, d'images. C'est pas du tout centré sur mon travail. Comme là, c'est pas centré sur mon travail. Il y a quelques images de mon boulot, mais il y a plein d'autres trucs. Et donc la Brune du Rif, j'ai mis juste quelques documents qui sont là. Juste pour l'anecdote aussi, deuxième anecdote. Donc la Brune du Rif, en fait, je suis originaire d'Auvergne, et du côté de mon père, il y a un village troglodyte qui s'appelle Enval. Et donc, dans la grange de mes grands-parents,
au fond de la grange, il y avait un abri sous roche de l'époque magdalénienne, qui s'appelle donc du nom de son inventeur, l'abri du Rif, à Enval. Et des fouilles ont eu lieu dans les années 70 dans cet abri, et on a retrouvé des os gravés, des pierres, des silex taillés, et une toute petite Vénus, pas plus grande qu'une demi-phalange. Et quand j'étais petit, c'était mon hétérotopie, c'était mon contre-espace. Je jouais dans la grange de mes grands-parents, et il y avait une palissade qui séparait l'espace du chantier, de fouilles qui était à l'arrêt, mais il y avait encore tout le chantier, il y avait encore les fils, les lampes, etc. Ça me foutait un peu la trouille, et en même temps, je trouvais ça intriguant. Et quand je suis arrivé à Paris, j'ai habité dans une chambre de bonne rue Saint-Jacques, pendant 7 ans, qui avait 9 mètres carrés, exactement la surface de cet abri sous roche. Et comme j'ai passé plus de temps dans ma chambre que dans un atelier aux Beaux-Arts, dans ma chambre, j'ai fait des chapeaux en papier, j'ai passé beaucoup de temps à ma table à écrire, à écouter la radio, et j'ai fait des dessins de chirurgie gynécologique grâce à un voisin de palier qui m'a embarqué dans cette histoire. Et donc, quand j'ai passé mon diplôme, j'ai décidé de déplacer l'espace de ma chambre dans l'espace de l'atelier. Et ça donnait l'abri du Rif à Paris, où ont lieu des fouilles, où on a trouvé des dessins, des formes en papier que j'avais moulées. Et voilà, donc le moulage, je vais vous en parler dans le texte un tout petit peu. Et je vais démarrer. Je vais couper dedans, parce que ça gagne à être coupé. 6.1.18. Démouler trop chaud, dites-vous. Vous me donnez ces 3 mots, et il ne tient qu'à moi d'en faire quelque chose, de jouer avec. Je démarre aussitôt par un comme si la tentation était grande de démouler trop chaud, pour voir, pour faire des expériences, au four et au moulin. En l'absence d'atelier, travailler à la maison, homme d'intérieur. La table est mon atelier. Flâneur, je transforme la rue en intérieur. Les mots viennent ou ne viennent pas. Parfois ça fait des phrases, parfois ça fait des grumeaux, des mots petits et gros, des phrases ouvertes, des phrases sans point, pas le temps de respirer. Plutôt démouler trop chaud que de vouloir prolonger la séance. La difficulté, c'est de savoir se retirer à temps, de lever le stylet au bon moment. Les ébauches sont souvent plus émouvantes que les produits finis. Pas envie de leur fourguer la camelote qu'ils attendent de moi. Pas envie de les embrasser. Je me souviens du petit pot en terre que j'avais fabriqué à l'école maternelle. Quelques jours plus tard, quand je me suis rendu à la fête de l'école, ils avaient cuit mon pot, l'avaient passé au four, puis l'avaient verni. J'ai pas reconnu mon petit pot. Les cherché partout sur les tables où étaient alignés les pots des autres. Il a fallu que la maîtresse me montre du doigt le petit pot en terre cuit et verni qui trônait sur une des tables et me convaincre que c'était bien le mien. J'étais plein de larmes en découvrant mon petit pot cuit et verni. Dans ma tête, quelque chose s'était effondré. Du temps avait passé. Pour le conserver, il l'avait cuit et verni, dans mon dos, sans me demander mon avis. La forme était alors figée. L'émotion de modeler de la terre pour arriver à la forme d'un petit pot, pas plus haut que la main d'un adulte, avait disparu. C'était dissoute dans le temps. Je ne recommencerai pas. Ne ferai jamais cuire dans un four ce que je ferai dorénavant avec mes mains. Depuis, j'aime pas vernir. J'aime pas ce qui brille. J'aime pas finir. Je préfère encore démouler trop chaud ou me défaire trop tôt de ce que j'ai pu produire. Je m'identifie facilement au chat qui ne tarde pas à recouvrir sa merde encore fumante de terre ou de cendre. Mère m'a appelé cet après-midi. Je n'avais pas encore mangé. Ne lui ai pas dit. Elle avait une bonne voix. Elle est entrée dans la maison de repos des Silac. Ils lui ont remplacé le plâtre par une résine. Quand je lui ai demandé si c'était moins lourd, elle m'a dit que c'était un peu moins lourd, mais qu'elle n'arrivait pas à écrire de la main droite avec la résine qui lui immobilise tout le bras. Pas commode pour faire les mots fléchés. Elle écrit les lettres en caractère d'imprimerie. Elle m'a dit que bien sûr, autour d'elle, il y avait beaucoup de personnes âgées en chaise roulante, mais qu'elle se rendait quand même dans la salle à manger pour ses repas. Une dame l'a aidée à couper sa viande. Elle n'y arrivait pas toute seule. La fenêtre de sa chambre donne sur un mur mitoyen, mais il y a des arbres au loin. Je lui ai demandé de quelle couleur étaient ces murs. Elle m'a répondu mauve très pâle, et les rideaux écrus avec de fines rayures. Je lui ai dit bon, c'est pas trop mal. Elle réussit à lire un peu.
Elle m'a demandé comment j'allais. Je lui ai dit que j'étais en train de préparer l'exposition à Bruxelles où je me rendrai la semaine prochaine. Je pourrais l'appeler sur son portable. Elle m'a donné le numéro de sa chambre, chambre numéro 12, en se rectifiant aussitôt, sachant que je ne viendrais pas la voir dans sa chambre avant quelques semaines. À la fin de la conversation, je lui ai dit que j'étais en train d'écrire un texte dont les premiers mots sont « démoulé trop chaud ». Je lui ai demandé si j'avais été démoulé trop chaud. Elle m'a dit que oui. J'étais né avec quelques jours d'avance, mais que c'était difficile de se souvenir. Je lui ai rappelé que oui, ça fait presque 50 ans. Elle m'a dit oui, ça passe vite. Quand on est enfant, le temps semble passer plus lentement. Les grandes vacances durent longtemps. Et puis après, le temps s'accélère. C'est comme une maladie. On a beau le savoir, ça fait drôle. Alors démoulé trop chaud ou pas, avec quelques jours d'avance, on ne s'en souvient pas. De toute façon, on mourra guéri, rassasié de jours. Quand on donne la vie, on donne la mort. La maladie de la mort comme la maladie du temps. Je suis son dernier. Elle était prête pour m'accueillir. Je n'ai pas eu à essuyer les plâtres. En revanche, quand elle est tombée enceinte de ma sœur aînée, elle n'était pas prête. Elle nous l'a souvent dit. Elle n'était pas prête pour avoir des enfants. Elle a reconnu ses erreurs, ses gestes brusques, ses maladresses. Quand j'avais 1 an, elle s'est brûlée la main droite. Elle en a souffert toute sa vie. Mes mains m'ont gâché la vie. Quand j'ai plongé les mains dans le plâtre, j'ai pensé à elle, à ses mains toutes crevassées. Chaque fois que je me réjouis d'avance, il m'arrive une tuile, dit-elle. Depuis quelque temps, il m'est plus facile de lui exprimer mon affection. La dame âgée qu'elle est aujourd'hui ne ressemble pas à la mère que j'ai eue enfant. Elle s'est comme adoucie. Ce qu'elle exprime aujourd'hui à ses 3 enfants est très éloigné de ce qu'elle nous assénait quand nous étions enfants. Tous ces gens qui veulent avoir des gamins qui ne savent pas ce que c'est. Comme si nous étions des monstres. Comme si nous n'arrivions pas à combler son vide. Quand mon père l'a quittée, j'avais 10 ans. Elle a été très sévère avec elle-même. Elle m'a jamais dit du mal de mon père. Elle en rêve encore. Et quand elle rêve de lui, c'est toujours des scènes où elle se sent rabrouée ou remise à sa place. Si tu n'avais pas fait d'enfant, je ne serais pas resté avec toi. C'est la phrase la plus dure que mon père lui ait dite au moment de se séparer d'elle. Il reconnaissait sa grande capacité à être seul. Il faut dire qu'il l'a laissée seule souvent. Il lui a caché des soirées entières où elle l'attendait en train de tricoter près du radiateur. La soupe dans la casserole avait le temps de refroidir. Et quand il rentrait, il était saoul. Je les entendais s'engueuler dans la cuisine ou dans leur chambre qui jouxtait la mienne. Pas drôle. Ça me foutait mal au ventre. Alors je m'enfonçais tête la première dans le lit et j'imaginais que mon lit était un abri anti-atomique et que dehors c'était la guerre et que tout ce que j'avais fait jusqu'à ce jour c'était 0. Je répétais dans ma tête, demain c'est jour 0. Comme si j'avais été démoulé trop tôt. Les mains de ma mère me brûlent. Ça me faisait mal quand elle me lavait, me coupait les ongles des pieds sur le rebord de la poubelle en plastique. Je redoutais le cours de gym, se dénuder dans les vestiaires. Je faisais tout pour tomber malade. Ça marchait pas toujours. Le matin, quand je lui disais que je me sentais pas très bien, elle me gardait à la maison à contre-cœur. Et au moment de rédiger le mot d'excuse, elle n'exagérait pas la gravité de l'état de santé de son fils. Un jour, elle a écrit « Veuillez excuser mon fils, il était légèrement indisposé ». J'ai très mal pris. J'avais honte de présenter un tel mot d'excuse. Car avant moi, elle avait eu 2 filles. Et je savais déjà ce que voulait dire le mot indisposé. Ça concerne les filles, quand elles ont leurs règles. Moi, j'étais un garçon. Elle ne pouvait pas leur dire que j'étais indisposé. Et encore moins légèrement. Mais ma mère était comme ça. Elle trichait pas, ne maquillait pas la réalité. Elle passait beaucoup de temps à s'occuper d'elle. En revanche, il lui était difficile d'être attentive à ce que fabriquaient ses enfants. Quand mes sœurs et mon père ont quitté la maison, je me suis retrouvé seul avec elle, démoulé trop chaud. Je ne pouvais pas sécher ses larmes, remplacer le père. Je faisais ce que je pouvais. Lui faisais couler un bain, placer des bougies sur le bord de la baignoire, lui mettais de la crème dans le dos, lui préparais un repas. Mais son humeur dépendait des coups de fil qu'elle recevait d'hommes qui venaient la sauter l'après-midi. Quand je rentrais de l'école, des fois, le type était encore là, sa voiture était garée devant la maison. J'allais alors me réfugier dans la maison voisine de mon copain Jérôme, et au moment d'entrer dans la maison, ça sentait le parfum du gars, dracard noir. Je lui disais que ça puait l'ananas. Et puis, elle se jetait comme une furie sur la télé pour l'éteindre dès qu'un couple s'embrassait à l'écran. Je lui disais, t'es en manque, t'es une pute. Un autre jour, elle s'est aperçue que j'avais fouillé dans sa chambre. J'avais trouvé les rebuts de cul, sous les colombes d'un corbeille en osier. Elle est allée les brûler au fond du jardin. Si elle ne me voyait pas arriver de l'école, elle appelait toutes les mères de mes copains. Vous avez pas vu François ? Elle me foutait la honte.
Quand elle circulait en vélo, elle prenait pas ses lunettes. Elle était myope, elle reconnaissait personne dans son monde. Et au premier rayon de soleil, dès avril, elle était déjà à poil sur le balcon quand j'entrais de l'école, en train d'écouter Radioscopie de Jacques Chancel. Les heures qu'elle a passées à suivre sur la terrasse, du matin au soir, à poil dans la maison. Je n'osais pas inviter les copains, de peur que nous la surprenions en train de se balader à poil dans le couloir. Elle ne ressemblait pas au même des copains, ni par sa façon d'occuper son temps, ni par sa façon d'habiter la maison. J'avais du succès avec les mêmes des copains. Avec ma mère, pas trop. Elle n'aimait pas faire de compliments. Elle-même, en ayant guère reçu, elle ne savait pas faire, elle disait « On ne m'a jamais fait confiance dans ma vie ». À son tour, elle n'a pas non plus réussi à faire en sorte que ses enfants aient confiance en eux. Je n'en veux pas. J'en veux plus à mon père de l'avoir laissé si seul. Et aujourd'hui, la vieille dame à qui je rends visite dans sa chambre est comme une petite fille, toute petite dans son lit, avec le bras dans le plâtre, dont elle ne sait que faire. Elle ne se plaint pas. Maintenant, elle est bien contente de nous en avoir. Elle sent l'amour de ses 3 enfants. Chacun se débrouille avec ce qu'il est. L'histoire que j'ai eue avec ma mère ne ressemble pas à celle qu'ont eue mes 2 sœurs. Je suis le petit dernier. Et je vais travailler ça toute ma vie. Comme si c'était écrit sur ma figure. PD. 7-1-18. Hashtag suivi de démoulé trop chaud. Tout attaché, tout y rentre. Tout ce qui entre fait ventre. Ça va et ça vient. C'est pour aujourd'hui ou pour demain. Une succession de phrases toutes faites, toutes attachées, diffusées sur Internet, via les réseaux dits sociaux. Elles deviennent métadonnées. Une communauté fictive peut ainsi naître d'un agglomérat de mots, communauté fictive ou affective, qui vient masquer une moderne solitude, chacune rivée à son clavier. Dis-moi comment tu vis, ce que tu fabriques, je te dirai qui tu es, à quelle communauté tu es relié. L'usage de l'écriture inclusive te désigne déjà à ton vis-à-vis. Quand l'intime confine au commun, au lieu commun, tout devient fiction. Mais tu as intérêt à faire court et chaud, car sinon tu passes à la trappe. Tu te noies dans un verre d'eau. Si tu utilises le hashtag démoulé trop chaud, on te voit venir de loin. On devine ce que tu cherches. Plutôt plan direct que plan love. Cruising bar que bar du marché. Plutôt sans parole que parade amoureuse. Donc il te faut te décrire en quelques mots, donner envie, et dire sans détour ce que tu veux. Sinon tu apparais has-been, vieille école. Ton tour est vite passé. Déjà tu appartiens à la catégorie des seniors. Ça limite le choix. Tu choisis une photo qui date d'il y a quelques années, tu te trouves un pseudo, tu vas sur un site bien référencé. Si tu utilises l'application Grindr, les relations risquent d'être tarifées. Tu vas devenir accro. Passe ton tour. On n'est pas au zoo. Il est loin le temps du dépôt. Maintenant, tu vas à l'impact. Tu passes entre les gouttes. C'est devenu ton repère. Là où ta solitude est la plus tolérable. Déjà, sentir des corps nus autour de toi t'apaise. L'accueil y est plutôt sympa. Et ça ne l'envine pas comme dans un sauna. Ça fait quoi, 10-15 ans que tu y vas? Tu as attendu l'été 2003 pour t'y rendre une première fois, l'été de la canicule. Pendant que les vieux tombaient comme des mouches, toi, tu allais te dandiner dans un cruising bar. Pas facile de franchir le seuil de cet établissement la première fois. Mais il faisait si chaud cet été-là. Tu y allais en semaine, un jour creux, le temps de t'acclimater aux règles du jeu. Ça t'a complètement désinhibé. Avec la mère que tu as eue, la nudité systématique, c'était pas ton truc. Tu tombes dans le panneau du déshabillé trop tôt, du démoulé trop chaud. Tu mets tes affaires dans un sac poubelle à l'entrée, gardes tes chaussettes et tes chaussures, glisse le ticket d'entrée dans ta chaussette, ton paquet de clopes dans l'autre, ton numéro au poignet, ton sac noir dans les mains, tu te rends au bar d'un air détendu, comme si tu étais déjà un familier des lieux, le type derrière le comptoir saisit ton sac, note ton numéro et te demande tes initiales. Une fois libéré du paquet, tu commandes ta bière et tu peux commencer à mater tous les paquets autour de toi. Le plus émouvant, c'est de regarder les mecs se dessaper à l'entrée. Il y a ceux qui se dessapent en un clin d'œil, ce sont souvent les mieux montés, et puis il y a ceux qui mettent des plombes, jettent des regards furtifs autour d'eux, plient leurs affaires comme leur mère leur a appris. Même nu, tu devines aisément d'où viennent les gars, des beaux quartiers ou des banlieues lointaines. C'est faux de dire que la nudité met chacun sur un pied d'égalité. Le corps de chacun est marqué socialement. Ta silhouette, ton allure, ta façon de marcher, tout parle d'où tu viens. Si t'es bien membré, t'es ici comme un poisson dans l'eau. T'es repéré illico. T'as même droit à une entrée gratuite le mardi. Pas besoin de te tripoter pour gonfler l'engin. En revanche, si t'es un peu complexé à la vue des grosses queues qui se dilatent autour de toi, ferai-toi un chemin jusqu'au sous-sol. Réchauffe-toi au contact de ces corps en rut. Tu finiras bien par en trouver un aussi timide que toi, qui sera ému par ta dégaine, ton air de ne pas y toucher.
Très vite, tu te familiarises au code du lieu. Tu prends tes marques, tu t'y rends plus ou moins alcoolisé selon les soirs. En général, je bois ça. C'est pour ça que j'ai décidé. Oil Dailies. Allez, je continue. Dès les 5 premières minutes, tu sens si c'est électrique ou pas. D'un soir l'autre, c'est jamais pareil. Il y a bien sûr les habitués du lieu, mais aussi des novices, des gars de passage, des étrangers en goguette, des jeunes, des vieux, des microbiques et des queue-monstres. C'est toujours mieux que de scroller devant l'écran de ton ordinateur. C'est réel. Ici, tu te cognes au réel. Mais un cran d'arrêt en toi fait qu'une soirée passée à l'impact ne laisse pas de traces. Sauf si tu chopes une shot pisse ou autre chose. La nouvelle génération ne se protège quasiment plus. C'est nos condoms. Alors que toi, tu appartiens à la génération qui a traversé les années sida. Tu as toujours baisé avec des capotes. Bien sûr que c'est pas ici que tu vas rencontrer le prince charmant. Mais si tu as vécu 4 ans avec, même si tu as vécu 4 ans avec un mec rencontré à l'impact, le lendemain de ta rupture avec lui, tu es retourné à l'impact. Et tu n'as pas été surpris de le voir aussi. La boucle était bouclée. Tu ne l'as pas changé, il ne t'a pas changé non plus. Il t'a juste un peu décoincé côté cul. Au fil des années, tu étais devenu son point d'ancrage. Tu lui as indiqué le chemin des musées. Et quand le matin, il te disait de ne pas savoir trop quoi faire de sa journée, tu lui as dit tu n'as qu'à lire. Quand on lit, on ne perd pas son temps. Il a ainsi lu tout Dostoïevski, La Recherche de Proust. Et tous les lundis matins, à l'ouverture, il se rendait au Louvre. Il t'a aimé à sa façon. T'a libéré quand il t'a quitté. Tu penses à lui de temps en temps. Et 8 mois plus tard, tu rencontras Joris via un site de rencontre généraliste. Tu étais son premier homme. Tu es tombé profondément amoureux de lui. C'est la première fois que tu ne te sentais pas seul avec quelqu'un. C'est dur à dire. Il était ton meilleur ami et t'a accompagné pas à pas dans la reconquête du terrain de l'art. Après les années passées dans les pompes funèbres, les années Joris étaient des années joyeuses, la soudaine éclaircie. Votre relation n'a pas duré 2 ans. Quand il a entrevu ton désespoir, il s'est senti impuissant. Il ne faut pas demander à l'autre des forces de vie qu'on n'a pas. Un soir, il t'a appelé. Il t'a dit maladroitement qu'il ne souhaitait plus te revoir. Dans ta tête, tout s'est écroulé. Tu sentais déjà qu'il mettrait des années à te remettre cette séparation. C'est ainsi que le seul homme à qui tu as dit qu'il était l'homme de ta vie t'a renvoyé à ta solitude. Il voulait que tu t'en sortes par tes propres moyens, en puisant dans tes réserves. Sensible comme tu es, tu vas y arriver. À part que je suis complètement handicapé avec les outils d'aujourd'hui. Je ne sais pas scanner une image, mettre en page, utiliser correctement les réseaux sociaux, pas foutu de constituer un portfolio, de recoller les morceaux. Alors oui, c'est vrai, il m'a fallu des années pour reconnaître quelle serait la forme par laquelle je pourrais sortir de l'ornière. C'est la forme promenade, qui est apparue la plus près de moi, qui ne demande ni technique ni savoir-faire. Tu es d'une hallucinante sincérité, t'a dit un jour un ami. Et c'est cette sincérité dont tu t'es emparé pour constituer ta pelote. Tu es fabriqué ainsi, tu ne peux pas faire autrement. Tu as fait de ta vie, de tes expériences professionnelles hors le champ de l'art, ton matériau de prédilection. Artiste en résidence surveillée. Les années trucs, les chambre et les confinements. 10 ans que tu as quitté la chambre de confinement de Paris. Maintenant, il est possible d'en faire quelque chose. Ce n'est pas un hasard si tu t'es retrouvé à œuvrer au sein du musée des moulages de l'hôpital Saint-Louis. Si tu as entrepris pendant des mois une correspondance fictive avec Jules Barretta, qui a réalisé ici plus de 3600 cires dermatologiques. Là encore, tu as accès au plus intime. Devant les vitrines du musée des moulages, c'est à la douleur des autres que tu te confrontes à nouveau. Des vies bousillées suite à une rencontre de hasard. Une relation sexuelle qui va les stigmatiser. La syphilis sévissait à l'époque, des générations entières allaient être affectées par les maladies vénériennes. Avoir une relation sexuelle, c'était alors jouer avec le feu, vivre avec cette menace. Et même si l'on se retirait à temps, si l'on démoulait trop chaud, le mal était fait. La contamination avait eu lieu, le plus souvent à l'insu des protagonistes. Meurtris dans leur chair, leur destin allait en être modifié à jamais. Plus tard, il y a eu les années sida. Tu as connu des amis morts du sida. Tu ne les as jamais oubliés. Ton copain rencontré à l'impact s'est contaminé sciemment. Il te l'a appris la semaine qui a suivi ton départ de l'autre rive. Tu ne l'as pas laissé tomber pour autant. C'est lui qui a culpabilisé. C'est lui qui t'a quitté 6 mois plus tard, quand tu lui as indiqué le film de Benoît Jacquot, Villa Maya, d'après le livre de Quignard. Tu lui avais dit qu'il apprendrait quelque chose de toi en voyant ce film. Il est allé le voir, et en sortant de la salle obscure, il a pris la décision de te quitter. De démouler avant que les sentiments amoureux ne se refroidissent à ses yeux.
Tu te sentais responsable de lui, tu n'aurais jamais eu le cran de le quitter. Il a pris la décision pour toi. Cette séparation a été plus douloureuse pour lui que pour toi. Se séparer de quelqu'un demande parfois plus de courage que d'attendre d'être quitté. Tu as plus souvent été quitté que tu n'as quitté. Comme si tu foutais la trouille à ton partenaire, avec tes moments de désespoir, tes arrêts, tes hauts et tes bas. À partir du moment où tu as compris que tu étais homosexuel, tu as compris que tu serais toujours seul. C'est pour cela que tu as décidé d'être artiste. Une façon comme une autre d'habiter ta solitude. Avec toi s'éteint la lignée glorieuse. Tu ne transmettras pas le nom. Quand tu as réalisé cela, tu as été âgé de 11 ou 12 ans. Tu as compris que c'était grave. Aussi t'es-tu tourné vers les choses de l'art, avec l'espoir de trouver une consolation, une consolidation. Mais les relations humaines dans le monde de l'art sont aussi redoutables ou fugaces que dans la communauté homosexuelle. Il n'y a pas de communauté homosexuelle, a dit Alain Guiraudy dans un entretien au moment de la sortie de son film L'inconnu du lac. Je suis d'accord avec lui. Comme il n'y a plus vraiment de communauté d'artistes. C'est pour cela que je suis ému d'entendre le jeune curateur Théo Mario Coppola, rencontré à la Foire d'art contemporain de Vilnius au printemps dernier, quand il dit travailler sur les communautés affectives. Lui-même en créant une autour de lui, en prenant soin des artistes qu'il a élus, en les entraînant avec lui, avec une intelligence rare. Cela me rend beaucoup d'espoir de me sentir ainsi relié avec cette micro-communauté qu'il a su agréger autour de lui. C'est pour cela que j'ai recopié maintes fois dans mes cahiers cette belle phrase de Robert Figuier. Ce que je cherche, c'est un art fraternel. Je voudrais tout le temps, en toutes circonstances, en faire n'importe qui, un homme fraternel. Oui, je voudrais bien faire de celle-ci mon créneau, agir par amour s'il se pouvait. Ce que j'ai éprouvé durant les années funèbres quand j'ai œuvré dans l'agence Loterie. C'était l'antidote aux années Hirschhorn. Il y avait de l'amitié à accompagner les familles endeuillées. J'ai exercé ce métier avec ce que je suis, mes forces et mes faiblesses. C'est la première fois de ma vie que je me suis senti à ma place. Et même les jours où je me demandais ce que je foutais là, il y avait toujours quelqu'un pour me dire que j'étais à ma place dans cette agence. Là aussi, on passe du chaud au froid, du froid au chaud, des larmes au rire, des rires aux larmes. Et depuis, j'ai jamais retrouvé cette intensité de vie. Comme si être au contact des familles endeuillées ravivait en moi l'effort de vie. Le pari serait alors de déplacer cette attitude sur le terrain de l'art, via les performances promenées, les promenades performées. Intérieur, extérieur, les parois sont minces. À mon tour de créer une micro-communauté autour de moi, aussi éphémère soit-elle, comme ici, autour de cette table. Encore un peu? Oui. Oui. Je bois la coupe. 9-1-18. Depuis mes premiers pas dans le monde de l'art, j'ai toujours cherché à enregistrer le temps qui précède celui de l'exposition proprement dite, à consigner dans un texte partition toutes mes tergiversations, avant de m'autoriser à agir dans le lieu même d'exposition. Cela passe toujours par un travail d'écriture. Cela passe par la main, l'écriture manuscrite dans mes cahiers. C'est devenu ma méthode, la façon que j'ai trouvée pour m'échauffer, me donner envie de fabriquer quelque chose en 2 ou 3 dimensions. J'ai toujours cherché à habiter le lieu d'exposition. Et cela suppose donc que j'y passe du temps, opère sur place. Façon de mettre au jour le lieu même, ses qualités. Un travail en amont qui ne se voit pas forcément, mais j'ai besoin de passer par là, et je suis convaincu qu'à la fin du processus, tout le soin que j'ai pris à distiller mes indices se voit, ou du moins rend visible le lieu que j'ai investi jour après jour. Et ce que j'y présente finalement, ce sont des reliefs d'actions, de gestes que j'ai réalisés en vue de cette mise au jour. Gestes du ménage, gestes du plâtrier, gestes d'une écriture dans l'espace. Bien sûr, ma pratique s'est modifiée au fil des années. Je n'ai cessé de me déplacer, ou plutôt de chercher où était ma place, ma façon de procéder. Cela prend du temps de reconnaître sa manière, d'accepter ses manies, ses rituels. Par là, je voudrais arriver à une poésie à 3 dimensions, telle que la mise en œuvre Francis Pond dans sa pratique d'écriture et ses variations. Les mots sont ajustés, posés les uns à côté ou sur les autres, comme dans une construction, un monument romain. Aussi, mon passage par les pompes funèbres a-t-il profondément modifié ma pratique et plus largement mon rapport au monde. J'en suis venu à accepter la forme orale comme forme artistique, un récit que j'élabore en présence de quelques-uns, autour de la table au musée des Moulages, à l'hôtel Saint-Louis,
ou dans les allées du cimetière du Père-Lachaise, comme autant de promenades en hétérotopie, puisque dans ma vie privée comme dans ma vie personnelle, j'ai souvent eu un usage de ces contre-espaces, backroom, bordel, de drague homosexuel dans l'espace public, hôpitaux, chambres mortuaires, cimetières, maisons, de retraite, musées, galeries. C'est un récit après coup que je produis alors, fait de moments de vie, d'éléments autobiographiques, de mes lectures en tous sens. Un jeu d'association, un montage littéraire. Ce que j'ai appris sur un divan de psychanalyse, ce que j'ai appris en recevant les familles endeuillées dans l'agence Loterie. Non seulement une attention au langage, au tempo de la pensée, aux arrêts et aux reprises, mais aussi une écoute bienveillante de la parole de mon vis-à-vis, une façon de l'accueillir et de le mettre en confiance, afin qu'il me livre son souci, les démons qui le turlupinent. C'est à ce moment-là que l'on reconnaît un prélangage commun, une nuée faite de signes émis par chacun à son insu, une façon de scander ses phrases, un silence, un regard furtif, un geste de la main qui accompagne une parole apparemment anodine, mais qui soudain donne accès au plus intime. La performance est un art du temps, un art de la remémoration. C'est comme cela que je l'entends. Aussi suppose-t-elle une part d'improvisation, de ne pas savoir précisément ce que l'on va faire, tout en se préparant comme un sportif en champ. Bien sûr, je ne voudrais pas vous décevoir, vous avoir fait dépasser pour rien. Il me faut sentir une connivence avec chacun d'entre vous pour pouvoir vous livrer un petit bout de soi. Quelque chose qui m'appartient ne m'appartient pas vraiment. Ça prend, ça ne prend pas. Cela exige une générosité, une dépense en pure perte. Performer, cela reviendrait alors à écrire à l'encre sympathique. Ce qui advient n'advient qu'une et d'une seule fois, par éclat, par ricochet. Quand une attitude devient forme, quand celle-ci est perçue comme telle par les regardeurs, c'est fragile. Et l'intensité de la dite performance ou prise de parole repose sur cette fragilité. Fragilité qui n'est pas jouée ou surjouée. Non, on n'est pas au théâtre. Le discours n'est pas appris. Il n'est pas interprété. S'il advient une parole qui peut être audible par une poignée, elle n'est pas éprouvée à l'avance. Il s'agit plutôt de saisir le vif de la parole, ce qu'il y a de plus de vivant en elle. Si parler est une chance, alors il s'agit de courir sa chance, de courir après des fantômes, des ombres, des fumées, des fusées, des pensées ou des images fantômes. Toujours au bord du ratage, de l'arrêt, du démoulé trop chaud. Comme si chacun cherchait à résoudre sa propre équation avec les outils dont il dispose, avec la somme de micro-événements dont il est fait. Ce que nous pouvons restituer de nos propres expériences, ce ne sont que des fragments que nous agençons à notre guise. Nous sommes ainsi faits de réminiscences, traversés par des courants adverses. Qu'est-ce qu'on aime? Quel fragment, quelle transformation aime-t-on quand on aime son prochain sans le connaître? Dans quelle mesure l'amour est-il dépendant du monde, du réel? Dans quelle mesure est-ce l'inverse? L'artiste ne cherche rien d'autre qu'à faire voir ce qu'il a vu, faire sentir ce qu'il a senti, rendre justice en quelque sorte aux existences moindres, évanescentes. Le chemin que nous indique David Lapoujade quand il veut nous introduire à la philosophie du Thème Souriau, ou comment rendre plus réelle certaines existences, leur donner une assise ou un éclat particulier. Robert Musil, dans la dernière page de l'Homme sans qualité, le formule autrement. Dans l'amour, dans l'art, dans l'avidité, dans la politique, dans le travail et dans le jeu, nous cherchons à exprimer notre douloureux secret. L'homme ne s'appartient qu'à demi à lui-même, l'autre moitié est expression. Dans la détresse de leur âme, tous les hommes aspirent à l'expression. Le chien arrose la pierre d'une part de lui-même et renifle ses excréments. Laisser des traces dans le monde, s'ériger un monument dans le monde, un acte qui sera célébré encore dans 100 ans, tel est le sens de tout héroïsme. J'ai fait quelque chose. C'est une trace, une image, peu ressemblante peut-être, mais impérissable. J'ai fait quelque chose. Une part de la matière s'est attachée à moi. Même le simple fait de prononcer une parole signifie déjà une possibilité de plus de s'approprier le monde.
Plus que chercher à s'approprier le monde, chercher à l'habiter un instant. Ou mieux, chercher à seconder le monde, dans cet instant fugace où il semble s'ouvrir à nous. Ne pas chercher à retenir cet instant, l'accueillir, puis le laisser s'évanouir. 18-01-18. Il me faut clore, il me faut poursuivre. Dans le registre des métaphores culinaires, au démoulé trop chaud, j'use plus volontiers de celle-ci. C'est retombé comme un souffle. Oui, soudain, ça retombe comme un souffle. À partir du moment où je fais part d'un projet en cours, tente de le formuler à haute voix, devant quelques-uns, le désir de le réaliser se consume. Le démon de l'aquabon le turlupine et interrompt le processus. La forme gonflée de rien se dégonfle comme baudruche. C'est déjà l'alarmant. Résidus, flaques d'eau, buée. En parlant, je n'ai fait que de la buée. Le désir s'est refroidi. Ça me prend souvent l'après-midi. Le désœuvrement, le dégoût de soi, le vide. Et de ce sentiment de vide ou de désœuvrement naissent des actions qui se retournent contre moi. Un désir qui tourne à vide, une érection intempestive, un coup pour rien. Autant pisser dans un eau long, se branler contre un mur, et rentrer chez soi plus seul qu'on est parti. Quand je vais au bordel, je ne sors pas de ma solitude, et pourtant j'y retourne comme un automate, comme si j'étais pas foutu de transformer cette libido sans emploi, comme si les comme-si me barraient la route, comme si j'étais artiste malgré moi, comme si j'étais pédé contre moi, comme si le désir artiste et le désir pédé étaient intriqués, comme si l'un n'allait pas sans l'autre, comme si le désir artiste n'était là que pour masquer le désir pédé, comme si le désir pédé me détournait de l'exigence de l'œuvre à accomplir, comme si je ne pouvais faire autrement, comme si renoncer à échouer était beaucoup plus grave que renoncer à réussir, comme si ce que nous appelons l'insignifiant, l'inessentiel, l'erreur, pouvait, à celui qui en accepte le risque et s'y livre sans retenue, se révéler comme la source de toute authenticité. Mais est-ce que de l'état d'esprit où l'on se tient, en décidant de n'envisager plus les conséquences de ses actes, on ne risque pas de glisser insensiblement, bientôt, à celui où l'on ne tient compte d'aucun futur, même immédiat, où l'on ne tente plus rien, où l'on se laisse aller? Et si encore c'était soi pour laisser aller? Mais ce sont les autres, les nourrices, la sagesse des nations, toute cette majorité à l'intérieur de vous qui vous fait ressembler aux autres, qui étouffe la voix du plus précieux, qui, le désir, arrête, qui, la voix du plus précieux, étouffe, qui, le trop chaud, démoule, qui, quoi, si ce n'est cette majorité à l'intérieur de soi, cette envie de se faire aussi grosse que le bœuf, de faire feu de tout bois, cette somme de petites lâchetés, de renoncements qui vous désigne au ravisseur. Si être artiste, c'est prendre la place d'un autre, alors je préfère m'abstenir. Si être ami, c'est aider l'autre à vaincre le pire, alors oui, à l'art, je préfère la vie. Du désaccord entre l'art et la vie, je ne suis pas sorti. Et comme Chiyou le disait de lui-même, je n'ai pas réussi à maîtriser de manière satisfaisante cette manie de m'apitoyer sur moi-même quand je suis soûl ou quand je suis accablé par les détails. Quand j'endossais l'habit du maître de cérémonie et accompagnais les familles au crématorium ou au cimetière, le plus difficile, c'était de clore. C'était de clore la cérémonie. Une fois le cercueil coulissé dans le four crématoire, une fois le cercueil déposé à l'intérieur du caveau. Exposé au regard de cette micro-communauté, comment ne pas avoir le sentiment d'être à côté?
Bien sûr, je pouvais me contenter de l'attitude professionnelle. Mais je ne voulais pas devenir un professionnel du funéraire, comme je ne voudrais pas devenir un professionnel de l'art. En rejouant la formule apprise, celle qui fait mouche, celle qui cloue le bec à mon vis-à-vis. Parfois, il est préférable de biffer les derniers mots, d'interrompre son beau discours. Si la bouche est la qualité du vide, parler, c'est forcément dégouler trop chaud, ou faire de la buée. Écrire reviendrait alors à se remémorer ce qui est encore chaud et à oublier ce qui entre-temps s'est refroidi. Quant au ratage, il ne dépend pas de celui qui en est l'auteur. Il ne peut être joué ou exhibé. Le ratage, de telle sorte qu'on le parle, est déjà surmonté. La poche où l'avait trouvé l'abri vient d'être crevée. C'est à ce moment précis qu'il faut se retirer.